Merci beaucoup Dora Garcia. Merci beaucoup Esteban Bourg d'avoir accepté donc cette invitation. Merci beaucoup à la Fondation Pernod Ricard et à Antonia Scintilla qui la dirige de me permettre donc ces rencontres dont le principe, comme le disait Antonia, est d'inviter parmi les artistes contemporaines, parmi les plus stimulants et exigeants et intéressants, et de les faire donc rencontrer et dialoguer d'autres auteurs-autrices venant d'autres sphères de la création, très souvent d'ailleurs des sciences sociales, mais aussi de la danse contemporaine, du cinéma, de la musique. Et donc c'est un grand plaisir d'accueillir Dora Garcia, qui est une des artistes européennes, il me semble, les plus intéressantes et importantes, qui depuis près de 30 ans poursuit une œuvre avec inventivité et rigueur, et de la convier avec Esteban Bourg, qui est spécialiste de ces liens entre les espaces politiques et la musique, avec pour particularité aussi un intérêt et une dimension spécifique de son travail qui mêle sociologie, histoire culturelle, puisque, je vais d'ailleurs peut-être dire deux mots d'abord d'Esteban et de son travail, puisque une partie de son travail est à la fois la mise en valeur d'un certain nombre de figures du canon musical, on va dire européen, puisque d'ailleurs c'était l'objet de sa thèse, la 9e symphonie de Beethoven, dans ses usages politiques, thèse qui est devenue d'ailleurs un livre publié le siècle précédent, on va dire, aux éditions Gallimard, dans la prestigieuse collection des idées. Puis, il avait fait paraître aussi, différemment, mais un livre important et passionnant sur Schoenberg, en tant que préfiguration et archétype, pourrait-on dire, de la modernité et de l'avant-garde. Et il a poursuivi un certain nombre de ses travaux, là aussi en alliant donc sociologie, intérêt pour les formes culturelles aussi, dites ou liées à la musique populaire, notamment le tango, puisque Esteban Bourg, le lien n'est pas d'ailleurs si évident, est argentin, mais enfin bon, excuse-moi de faire ce raccourci entre le tango et l'Argentine, un peu à la fois stéréotypique comme lien et comme cliché, mais puisque donc tu as fait une partie de tes études, à la fois des études d'ailleurs musicales, d'analyse musicale, mais aussi de sémiologie, nous y reviendrons peut-être, en Argentine. Études que tu as terminées donc à l'EHESS, où tu es actuellement directeur d'études. Et cette rencontre se fait à l'occasion de la parution très remarquée aux éditions MF, et grâce à Bastien Gallet, de ce livre intitulé Playlist, musique et sexualité, qui reprend un certain nombre de contributions de ton séminaire depuis quelques années. Nous y reviendrons, puisque c'est aussi l'axe de cette idée, de cette rencontre, de créer cet entrecroisement avec une de ces entrées qui permet d'aborder sous ce biais plutôt inattendu ou peut-être par moments marginal de la création de Dora Garcia, dont on sait que depuis donc à la fin des années 90 ou le milieu plutôt des années 90, elle poursuit une œuvre donc qui a bouleversé un certain nombre de données, notamment de ces liens entre la performance, l'exposition, l'espace, lien qu'elle a poursuivi en développant des travaux filmiques, textuels, documentaires. Le document étant aussi un des liens qui vous réunit tout particulièrement. Dora Garcia, qui après des études donc d'art en Espagne, à Barcelone, puis à la Rijks Academy à Amsterdam, donc poursuit ce travail qui alterne donc un certain nombre de réalisations dont on a pu voir donc tout récemment et dont on peut voir pour quelques jours encore donc au MUCA une rétrospective centrée sur les performances, sur 13 performances depuis 20 ou 25 ans.
y incluant d'ailleurs une performance qui avait été conçue pour la Fondation Pernod Ricard dans le cadre d'une exposition conçue par Jean-Yves Joannet, artiste sans œuvre. Donc un ensemble qui permet de voir aussi le déplacement ou la poursuite de la trajectoire du travail de Dora Garcia et son ouverture et son dialogue de plus en plus précis avec une dimension politique et notamment sur ces notions et valeurs d'individualité et de communauté qui l'intéressent, il me semble, tout particulièrement. Nous avons choisi aussi comme terrain peut-être commun aussi de présenter des travaux filmiques ou vidéo, bien sûr de Dora, et puis en contrepoint nous verrons aussi des éléments filmiques ou vidéo qui proviennent d'une part d'un opéra dont Esteban Bour avait écrit le livret, Aliados, et nous y reviendrons, donc dont le sous-titre est un opéra du temps présent, il me semble. Du temps réel. Du temps réel, bon, pardon. Du temps réel, point qui d'ailleurs permet aussi de faire une évidente jonction, puisque ce contact avec la réalité est au centre de vos préoccupations. Voilà, nous allons peut-être montrer d'abord un passage c'est le dernier film de Dora Garcia, dont peut-être tu souhaites peut-être dire un mot d'abord, avant que nous envoyions quelques dons qui traversent un certain nombre de préoccupations autour, autre occurrence dans vos travaux, d'un intérêt pour des figures marginalisées, oubliées, méconnues, qui aussi d'ailleurs participent à notre décentrement ou notre recentrement de notre regard de vieux européens ou européennes. Peut-être un mot sur sur ce dernier film, dont on peut voir aussi d'ailleurs des fragments dans des passages dans l'exposition à la galerie Michel Rhin qui est ouverte depuis aujourd'hui. Je ne vais pas dire trop parce que je pense qu'il faut se centrer sur le dialogue. En fait, ce qu'on va voir, d'abord, on a pensé qu'une des choses qu'on avait en commun, c'était cette idée de la chanson ou de playlists, et comme pour créer une atmosphère, plutôt que choisir une chanson. Dans ces cas-là, comme on dit, c'est ce qu'on appelle le theme song d'un film, qui n'a pas vraiment une relation historique avec le contenu du film, mais plutôt qui crée une atmosphère qui est très déterminante pour l'ensemble du film. Et donc, il y a une chanson qui m'a obsédée depuis toujours et que j'ai réussi finalement à mettre comme theme song d'un film, qui est Si je pourrais souhaiter quelque chose en français, qui est une chanson qui est faite pour Friedrich Hollander dans l'année 1929, je pense, ou 29-30, qui a été composée à partir d'une phrase dite par Marlène Dietrich, qui, en soupirant un jour, a dit « Si je pourrais souhaiter quelque chose ». Et alors, à partir de cette phrase écoutée par Friedrich Hollander, qui travaillait très proche d'elle, il a composé cette chanson « Si je pourrais souhaiter quelque chose », en allemand, bien sûr. Et donc, les lyrics de cette chanson, ça me paraissait pour moi de définir un sentiment qu'on pourrait associer au féminisme, en fait, de cette idée de comprendre la tristesse, comprendre les désenchantements, c'est français ça? Désenchantement, comme une force, comme quelque chose qui loin de nous de faire un défaitisme, nous fait prendre des forces pour, malgré tous ces désenchantements, malgré toutes ces tristesses et mélancolies, on peut arriver à continuer à présenter bataille, ça ne doit pas être français, lutter, continuer la lutte, et voilà. Donc ça s'est devenu, après avoir été obsédé par cette chanson pendant beaucoup d'années, parce qu'en fait c'était une des chansons favorites de mon père, et j'ai réussi à la faire connecter avec
avec un film. Et alors, on va voir un petit fragment du film de Amor Rojo. Donc, qui en fait, c'est un film qui est développé en plusieurs pas. Et le premier chapitre, ce n'est pas, donc il n'y a pas de, c'est des différents rushes, des différents matériels filmiques. Le premier chapitre, on peut voir dans le film, dans l'expo de chez Micharan. Et donc voilà, ça sera 2 ou 3 minutes. Alemán. Ich habe eine Sehnsucht nach dir. No sé qué quiera decir, pero dice, porque en ruso no hay tales palabras, no tenemos estas expresiones. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich Gott so glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem traurig sein. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte. Eine schlimme oder gute Zeit, wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn wenn ich Gott so glücklich wäre, hätte ich Heimweh nach dem traurig sein. Peut-être un second fragment, peut-être dans la foulée, ou tu préfères Oui. peut-être... Peut-être dire que dans ce projet qui s'appelle Amor Rojo, en fait, Cher, c'est un film la recherche a duré presque 4 ans. Ça cherche à établir les connexions entre le marxisme-féminisme des débuts du XXe siècle. Donc, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Rosa Luxemburg, avec ce qu'on appelle la quatrième vague, la quatrième vague du féminisme ou le transféminisme qui, donc, la locomotive, en fait, la locomotive, c'est une très bonne image pour des révolutions et les relations entre les locomotives et les révolutions. Donc, la locomotive, maintenant, est située dans l'Amérique du Sud, surtout en Argentine et au Mexique. Et Chile aussi. Argentine, Chile et au Mexique. Et donc, on fait, pendant le film, on fait cette on saute dans le temps et dans l'espace avec les petits détails que Alexandra Kollontai était ambassadrice au Mexique dans l'année 26-27, et donc en utilisant ça comme une espèce de chaîne, on arrive à une version qui ferme le film, de la même chanson chantée par une artiste trans mexicaine. Et voilà. Teníamos rostro aún, si queríamos vivir. Ahora camino sola y no soy parte de nada. Miro a mi alrededor a través del cristal, esperando algo. Si me avergonzara, ¿qué es lo que pudiera desear? Malos y buenos momentos, deseo y quiero ser un poco feliz, nostalgia y miedo.
desearía ser un poco más feliz, ay alma mía, eso yo haría. Si pudiera desear algo, yo desearía ser un poco más feliz, ay alma mía, eso yo haría. Ay, 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 no demasiado, pues sentiría nostalgia de la tristeza del olvidado. Voilà, merci. Je me tournerai vers Esteban. Donc, Esteban qui a fait paraître tout récemment ce livre Playlist, musique et sexualité, qui donc est le fruit, comme évoqué, de plusieurs années de recherche menée d'ailleurs lors de séminaires ou de colloques, recherche menée aussi en public, pourrait-on dire. Et j'aurais voulu l'interroger ou le faire parler un petit peu sur ce qu'il a, à la fois peut-être sur ce qu'il a vu, bien évidemment, dans le film et dans les usages, et aussi les proximités avec la façon dont, justement, ce travail est quand même très différent de ta production, on va dire, habituelle, qui est plus centrée, tandis que là, il s'agit d'un essai qui circule et qui balaye de préoccupations sociologiques vers des analyses plus purement musicales. Voilà, ça aurait été sur cet ensemble d'éléments que j'aurais aimé que tu nous amènes quelques éléments, oui, au regard aussi du film et des extraits donc, que nous venons de voir. Oui, je vais essayer. J'en profite d'abord pour te remercier, Jérôme, de cette occasion de rencontrer Dora et de discuter avec elle. On s'est vu pour la première fois en vrai hier, donc je ne sais pas exactement comment on parle avec elle, mais c'est un apprentissage constant. J'aurais envie de commencer par un compliment, je ne sais pas si c'est... mais en tout cas, ce que l'on vient de produire, je veux dire, ce que tu viens de produire avec tes extraits, ça me paraît en soi l'une des... un résumé des raisons pour lesquelles les chansons m'impressionnent et m'intéressent comme objet historique et comme objet esthétique. C'est-à-dire qu'avec deux extraits et surtout ton évocation d'un souvenir personnel lié à ton père et traduit par une voix off qui murmure, c'est d'ailleurs la voix de qui que l'on entend? C'est la voix de Claude Jura qui est une amie et une performeuse latvienne, je crois que ça c'est la traduction de latvienne. Oui, latvien. D'accord. Donc en tout cas, rien qu'avec le circuit que tu as esquissé de cette seule chanson, que par ailleurs, moi je me dis, quand on s'était dit qu'on allait parler, j'ai écouté la version de Marlène Dietrich, et donc ça m'a renvoyé vers une sorte d'original qui en fait n'en était pas vraiment un, puisqu'en amont il y avait cette rencontre entre Hollander et puis Marlène Dietrich. Donc c'est toutes ces choses qui me font penser qu'autour d'une chose a priori aussi simple qu'une chanson, il y a des flux historiques qui sont aussi des flux d'affect qui tout à coup sont produits, sont cristallisés et qui vont depuis le souhait d'avoir un souhait. C'est quand même une phrase étrange, non? Cette première phrase de la chanson, elle ne dit pas « je souhaite ceci ou cela », elle dit « si j'avais un souhait ». Donc c'est comme une sorte de souhait du souhait dont on ne peut pas savoir s'il est exaucé ou pas. Et donc tu nous mènes de ce moment intérieur et de recueillement à des images de lutte, même de lutte dans la rue et tout un engagement, etc. Et tout ça pour 2 minutes. Et c'est ça qui est très puissant. Pourquoi les chansons ont à peu près la même durée aujourd'hui qu'il y a 1 siècle ou 2 siècles ou 3 siècles? Je ne sais pas. Il faudrait peut-être des hypothèses cognitivistes pour dire pourquoi c'est 2-3 minutes. Mais en tout cas, enfin, on voit quand on est
un peu attentif à comment les choses changent, à quel point cette forme-là n'a pas vraiment changé. Et toujours en 2 ou 3 minutes, on peut se retrouver plongé, confronté à tout un agencement en quelque sorte, qui est de la musique, mais qui est aussi, comme je disais, de l'affect, de l'histoire et de la politique ou du politique. Et donc, ça nous fait déjà, je crois, un terrain de conversation ou de rencontre qui, en effet, croise certains des sujets que j'ai essayé d'aborder dans le livre, qui tient à la sexualité, en effet, mais qui dit sexualité dit intimité, et donc ce rapport que nous pouvons établir avec, par exemple, des morceaux de 2 ou 3 minutes, mais ça peut aussi être avec des œuvres plus longues, donc des rapports qui mettent en mouvement intérieur des choses qui sont faites de désir et donc de souhait. Je ne sais pas si j'ai ça correspond. Tout à fait. Nous pouvons peut-être regarder un fragment de cet opéra dont tu as écrit le livret, composé par Sébastien Rivas. Tu veux peut-être en dire un mot avant donc ce n'était pas d'ailleurs le premier livret d'opéra que tu écrivais. Tu as d'abord un rapport bien évidemment à l'opéra en tant que musicologue. Tu as écrit d'ailleurs sur l'affaire Bomarza et sur la dimension aussi très fortement liée à la violence politique qu'il peut y avoir. Et donc je te laisse peut-être expliquer la matière de cet opéra. Oui, volontiers. Alors en général, comme tu l'as rappelé, Jérôme, je suis un chercheur, donc je travaille dans des cadres universitaires et avec les règles, disons, de ce jeu-là, de ce jeu de langage-là, et je m'en porte très bien. Et le livre Playlist, c'est une manière de rester dans ce territoire tout en essayant des choses peut-être moins habituel, en tout cas pour ce qui est de la forme, peut-être qu'on en parlera. Mais il m'est arrivé 3 fois concrètement d'écrire des textes pour des compositeurs, des livrets donc. Et il y a eu un premier opéra qui a été présenté ici à Paris en 2003, composé par Mario Lorenzo et appelé Richter, un opéra documentaire. Déjà, c'était un peu la même idée de travailler avec le document, et ça, c'est quelque chose que nous avons, je crois, en commun avec Dora. Et puis 10 années plus tard, c'est-à-dire en 2013, il y a eu cet opéra composé par Sébastien Rivas, appelé Aliados. Aliados, ça veut dire bien sûr alliés en espagnol. Et les alliés dont nous parlons, c'est Margaret Thatcher et Augusto Pinochet, qui avaient été alliés au moment de la guerre des Malouines entre la Grande-Bretagne et l'Argentine en 1982. Et il se trouve qu'en 1999, quand Pinochet a été arrêté à Londres à cause de la demande d'extradition présentée par le juge espagnol Baltasar Garzón pour le juger pour les crimes contre l'humanité commis pendant son régime. À ce moment-là, Pinochet était aux arrêts dans une maison et Margaret Thatcher est allée lui rendre visite en forme de soutien, bien sûr, et disait-il, pour le remercier du soutien qu'il avait donné à la Grande-Bretagne au moment de la guerre. Et donc c'est de cette rencontre assez improbable, télévisée, médiatisée, que nous avons tiré cet opéra, qui est une forme de huis clos, qui reprend pas mal de contenus textuels, mais on les reprend vraiment, je les ai copiés-collés pour le livret de l'opéra. Et donc, voilà, l'opéra rencontre cette rencontre entre ces 2 personnages, pas très sympathiques a priori, et même à la fin, avec l'idée qu'il y a dans une sorte de grotesque morale dans cette rencontre que nous avons essayé d'exploiter du point de vue dramaturgique. Et donc, ce que nous allons voir, c'est le teaser, comme on dit, de ce spectacle Aliados.
una pequeña casa, pero llena de amor y gratitud hacia usted. He says it is a small house, but it is full of love and gratitude towards you. Dora, au cœur de ton travail, il y a souvent ce jeu aux multiples enjeux de la reprise de situations historiques que tu réinterprètes, que tu amènes dans d'autres espaces. Et ton instrument privilégié, c'est la performance, dont tu as développé à la fois cette dimension de performance déléguée, qui est une de tes signatures, pourrait-on dire, et aussi tout ce jeu sur la durée, cette performance avec et par la durée, durative, comme tu la mets en place. Pourquoi la performance, à ton avis, pour toi, te paraît être un instrument qui est particulièrement fort pour pouvoir se saisir de quelque chose d'historique, que ce soit des luttes en cours ou liées à des figures du passé? Bon, d'abord, la performance, il y a plusieurs choses là. D'abord, la performance, c'est intéressant. La première chose qui est caractéristique de la performance, c'est que tu as comment on dit, instant feedback, tu as un feedback instantané. Et il y a cette chose que les acteurs disent dans un contexte théâtral est beaucoup plus médié, pour ainsi dire, beaucoup plus codé, mais dans une performance qui n'a pas, comme on dit, la matrix théâtrale, tu as immédiatement tu ressens immédiatement ce que l'autre personne, le spectateur, qui peut être conscient ou pas de qui ou elle est spectatrice, et tu as immédiatement le sentiment de ce que tu provoques dans cette personne, comme on l'a dans la vie normale. Voilà, donc ça c'est la première chose qui est hyper importante ou hyper intéressante de la performance, que ce sont vraiment instant feedback. Une autre chose, c'est que en fait la présence des corps, par exemple ici dans ce qu'on vient de voir dans l'opéra, il y a ces moments stupides où le corps ne sait pas quoi faire, l'échange de cadeaux, et conscient qu'on est en train de les photographier, et en même temps conscient de le corps qui est l'autre, Thatcher, Pinochet, etc. Et donc il y a aussi cette négociation de l'espace par le corps qui est toujours gênante. Donc ça c'est aussi quelque chose du quotidien. Rencontrer quelqu'un dans l'ascenseur, tu dois toujours négocier quel espace on occupe et quelle relation tu établis avec cette personne. Et la gêne, c'est la première chose, le premier sentiment qu'on a. Et on aurait préféré que personne soit dans l'ascenseur. Et donc ça c'est par rapport à les formats de performance. Après, par rapport à l'histoire, ce n'est pas si explicite la référence historique
dans mes pièces de performance, ils sont beaucoup plus explicites dans les films qui en fait sont une évolution de ce qu'on appelle la vidéo performance. Donc j'ai commencé par avoir essayer de trouver une nouvelle façon de documenter la performance, parce que traditionnellement, conventionnellement, la performance se documente par vidéo, par photo, mais parce que moi, je voulais pas que le public soit immédiatement conscient qu'il y a une performance artistique. C'était interdit de photographier, c'était interdit de filmer, parce que ça, pour ainsi dire, gives away, ça donne immédiatement le jeu. Voilà. Et donc, il fallait ne pas photographier ou bien photographier tout le temps avec une caméra de surveillance, etc. Et avec cette caméra de surveillance, j'ai, disons, évolué jusqu'à la vidéo performance, où il y a, quand on parle de temps réel, ce concept de temps réel, on filme tout. Et tout est important. Et donc, à partir de là, plusieurs films, j'y arrivé, par exemple, à Segunda Vez, qui en fait, c'est la répétition des performances ou happenings, comme on les appelait, d'une figure très spéciale qui c'est Oscar Mazzotta, qui en fait c'était un auteur et psychanalyste qui ne comprenait pas les performances ou les happenings comme produits artistiques, mais plutôt comme des expériments sociologiques. Et donc, on n'avait pas, au moment où je me suis mis à travailler sur ça, il n'y avait pas de documentation ou de photos. Et donc, à partir des écrits de Mazzotta, de la mémoire qu'il a fait a posteriori, de ça, j'ai reconstruit la performance, mais avec l'objet de la filmer. C'est pour ça que c'est une vidéo performance. Et donc là, il y a, par rapport à la temporalité, c'est cette idée qu'en fait, c'est un temps réel. Et aussi qu'il n'y a pas de distinction avec un film plus conventionnel, il n'y a pas de deuxième prise. Oui, on dit ça, deuxième prise. Donc, on a la situation, voilà, ça c'est la situation. Quoi qu'il se passe est bon, on ne va pas répéter pour s'adapter à un script ou à un autre. On a ça, et on va filmer quoi qu'il se passe, tout ce qui se passe est correct. Et donc, ça renvoie, disons, à la théorie de la performance. Alan Capro qui dit on ne peut pas répéter un happening de la même façon qu'on ne peut pas répéter la vie. Et donc, pour ça, la première fois doit être la bonne. Et donc, pour ça que c'est drôle que ça s'appelle la deuxième fois. Oui. Esteban, donc toi, en tant qu'à la fois historien, qu'est-ce que tu est aussi très lié justement quand même à des formes musicales qui sont liées plutôt à l'interprétation. Quelles sont tes réactions parce qu'aussi tu as une fine connaissance aussi bien évidemment de l'histoire et des pratiques de performance, puisque d'ailleurs aussi tu as été un peu performeur à un certain moment de ton existence. Comment ça joue par rapport aussi à tes activités d'historien, de fabricateur de récits, oui. Oui, dans ce que tu viens de dire, Jérôme, je reconnais une allusion amicale à comment nous nous sommes rencontrés tous les deux, à savoir en tant que membre d'un groupe assez rigolo qui s'appelait Paso Doble et qui était une revue papier en principe, mais aussi surtout d'ailleurs un collectif où nous faisions un peu les fous dans des endroits divers et variés. Ça, on m'avait pas dit. Moi, je n'en faisais pas tout à fait partie, mais j'en ai. Voilà. Bon, mais en tout cas, je t'associe à ce moment assez savoureux, faut dire. On s'amusait beaucoup, et c'est vrai que ça m'a donné un ressenti de ce que c'est qu'être dans une situation de faire des performances, ou je ne sais pas si c'était le terme qu'on employait, mais enfin, ça ressemblait un peu à ça. Mais enfin, pour répondre aujourd'hui, alors je m'intéresse comme question historique. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à explorer le travail de Dora, je lui disais ça tout à l'heure, l'une des choses qui m'a le plus fasciné, c'était précisément ces performances guidées par cette idée d'une délégation, c'était ça le mot, une délégation d'agentivité, c'était pas le terme, mais enfin l'idée que l'on donne certaines instructions à des personnes qui vont donc suivre quelque chose comme un scénario et qui en même temps gardent non seulement leur autonomie, mais en plus qui doivent réagir en temps réel face à une situation qui, elle, n'est pas scénarisée pour la bonne raison qu'on ne peut pas la prévoir.
Et ça, c'est une forme qui est très puissante et je crois que ton travail le montre. En même temps, bon, on peut se dire, il y a eu une inflation du terme performativité ces dernières années qui fait qu'on a du mal à savoir où est-ce que ça s'arrête. Et pour le coup, on pourrait très bien dire que ce qu'on fait, nous, ici, et même avec le public, c'est une forme de performance collective qui est à peu près scénarisée puisqu'on s'est mis d'accord sur certaines questions, on a choisi quelques extraits, mais après, bien sûr, la temporalité, où ça nous mène, on ne le sait pas. D'ailleurs, on verra bien tout à l'heure. Et ça me paraît effectivement correspondre à... C'est pas pour rien que le concept d'acteur est si important en sociologie. C'est parce que c'est une manière de rendre compte de cette idée que tout le monde le monde entier est une scène, comme disait le poète, et qu'en même temps, nous avons une autonomie de décision, de sentiment, de proposition. C'est de ça qu'est fait le tissu des interactions les plus simples, quoi, les plus quotidiennes, comme la situation de l'ascenseur, en effet, qui est un peu un bon condensé de ce qu'il peut avoir de gênant dans les interactions quotidiennes. Heureusement qu'il n'y a pas que ça et que l'on peut souhaiter aussi des rencontres qui sont faites d'autres choses, qui sont faites d'échanges de flux et de sentiments et de pensées. Une de tes pièces emblématiques, Dora, c'est ce que tu avais proposé ou mis en place pour Sculpture Project en 2007, autour de Brecht, qui est aussi une figure importante pour vous deux. Peut-être vous pourriez en parler. Oui, j'étais en train de penser, en tant qu'auteur, maintenant, j'étais en train de penser à ça, sur cette idée de que le monde est une scène et tout ça, parce qu'en fait, un des livres qui m'a influencé le plus, c'est Erving Goffman, la Presentation of Self in Everyday Life. Et alors, un des passages les plus drôles dit que quand on va dans la faculté de médecine, on dit, pour devenir docteur, on n'apprend pas vraiment la médecine, on apprend plutôt comment les docteurs parlent, de façon à faire croyable qu'on est docteur. Et donc, exactement, dans l'opéra des 4 sous, il y a cette scène incroyable entre Pichum et Charles Filch, où Charles Filch, il est un soldat qui est revenu de la guerre, qui n'a pas réussi à s'adapter à la vie civile, et finalement il a descendu et décidé, ok, je vais être mendiant, mais quand il essaie de mendier, il est battu par des autres mendiants qui lui ont expliqué qu'en fait le capitalisme, les règles du capitalisme sont aussi les règles pour être mendiant, et que si tu veux être mendiant, tu dois aller voir le roi des mendiants qui va t'expliquer comment on doit mendier. Ça suffit pas d'étendre ta main et espérer que les gens vont te donner de l'argent. Et quand il va voir Pichum, alors Pichum lui dit, alors j'ai plusieurs, scripts, personnages que tu peux jouer. Il décrit plusieurs personnages et finalement il arrive, tu peux aussi jouer le soldat qui ne s'est pas adapté à la vie civile et qui doit mendier pour survivre. Alors il dit, oui, mais c'est ça, c'est que je suis lui, mais ça suffit pas de l'être, il faut le jouer, parce que les gens, c'est vraiment, comment on dit, pas du tout naturel que les gens donnent de l'argent à un stranger, à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et donc, il faut vraiment jouer une bonne performance pour qu'ils font cette chose bizarre de donner de l'argent à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, ce qu'il vient de décrire, c'est le théâtre. Ça pour être payé comme il faut que jouer un bon personnage, parce que la vérité ne donne pas de l'argent. Et ça, je trouve assez bon. C'est comme ça que je suis arrivée au personnage de Charles Filch, parce que à Munster Sculpture Project, j'ai pris le personnage de Charles Filch et je lui ai lancé dans la réalité d'une cité allemande qui s'appelle Munster. Et il devait en fait arriver à survivre dans l'espace public en tant que mendiant, qui est un terme très ample. D'ailleurs, pour continuer sur un ton de compliment, c'est l'une des choses qui, là aussi, m'ont intéressé le plus, parce que c'était ce dont on parlait de la performance déléguée, mais dans ce contexte brechtien, assumé et même thématisé. Moi, je suis un peu, partagé. Alors,
J'en parle dans mon livre de Brecht, notamment parce qu'il dit quelque chose d'extraordinaire, c'est que la sexualité est un terrain comique, ce qui n'est pas du tout l'image que nous avons en général. Et donc il y a un moment de l'opéra de Katsu qui est le tango que le personnage de Jackie Messer danse avec son ex-fiancée prostituée qui va le trahir en même temps. Et cette scène est un condensé de non seulement de la cruauté de ce monde capitaliste que Brecht essaye de dénoncer, mais aussi de son côté grotesque et donc de son côté drôle quelque part. Et il y a d'énormes réserves de comique dans l'œuvre de Brecht en tant que reflet de cette réalité que lui, il traînait, disons, par son côté grotesque dans plusieurs de ses travaux majeurs. Alors je dis que je suis partagé parce que d'une part, il y a, je suis proche plutôt politiquement de l'esthétique brechtienne avec tout ce qui concerne la mise en exhibition, le fait de montrer les moyens de production d'un spectacle, de montrer depuis les panneaux, qui sont les choses dont on se souvient pour l'opéra de Katsu, mais en général montrer les dispositifs de production. Ce qui était une manière de dire non, ou dire merde, pour utiliser le mot, non seulement à ce qu'il appelle le théâtre aristotélicien et donc le théâtre de catharsis, mais aussi à Wagner, à la musique de Wagner et à l'expérience de Wagner, qui est liée à la disparition des moyens de production. Ce qui est typique dans l'esthétique wagnérienne, c'est le fait que quand il a construit le théâtre de Bayreuth, c'était essentiel pour lui qu'on ne voit pas les musiciens jouer. C'était une musique qui devait venir on ne sait d'où. Il appelait même ça l'abîme mystique. Et je reviens à cette idée d'être partagé entre l'envie de voir le truc qui montre l'arbitrarité du choix, et puis aussi par moments le désir de se laisser aller dans cette brume mystique, je ne sais pas, mais en tout cas de pure sensorialité et de suspension du jugement, ce qui est quand même un moment difficile quand on veut garder malgré tout un esprit critique pour tout ce qu'on fait. Et toi, Dora, montrer les conditions de production ou être sensible à une sorte d'esthétisation Oui, je suis brechtien, absolument. Je ne suis pas partagé. Ouais. Tu peux nous... Je crois qu'il faut absolument montrer les conditions de production. En fait, oui. C'était quoi tu veux que je parle ça? Non, mais c'était juste pour avoir ton oui, ton non, en opinion. fait, moi, Oui, je suis oui, dans mon éducation artistique, on a toujours appris que le monde s'arrêtait au musée. Donc, comment on dit, la théorie des white cubes, c'est cette idée qu'il faut trouver un fond neutre, etc. L'œuvre est restée identique à soi-même, éternelle. Alors moi, j'ai toujours détesté ça parce que c'est pas vrai. Et donc en fait, dans les musées, dans les cubes blancs, il y a des Brecht partout. Il y a plein de conditions laborales mauvaises ou bonnes. Il y a plein de conditions historiques. Il y a plein de sexisme. Il y a plein, etc., etc. Donc le monde s'arrête pas du tout dans les théâtres. Il s'arrête pas du tout dans les musées. Et donc moi, je suis absolument brechtien, oui. Et ton livre Playlist fonctionne justement sur une façon assez étonnante de circulation puisqu'il n'y a pas d'ordre, on va dire, chronologique, on aurait pu imaginer, puisque ce sont une série d'études, mais qui sont classées d'une façon très, très étrange. Tu pourrais revenir un petit peu, ce qui nous permettrait après de voir peut-être sous cet angle-là quelques passages d'un des films de Dora. Oui, playlist mode d'emploi, ça s'appelle playlist parce que c'est construit comme une playlist musicale, au sens où on peut choisir son itinéraire là-dedans. En général, quand nous avons des playlists, nous les faisons défiler dans l'ordre où elles sont plus ou moins composées, mais on est libre à tout moment de dévier, de changer d'ordre et même de suspendre l'affaire. Et c'est un peu ce que j'ai imaginé comme mode de lecture pour le livre. Il y a 16 chapitres et la consigne, il n'y a pas de consigne, vous le prenez par le bout que vous
Ce qui est d'ailleurs une thématique cortazarienne. Je ne sais pas Oui. si je crois qu'on va parler de Marel, c'est vrai, Cortázar, oui. de Marel de Cortázar, un peu extrapolé par rapport à ça, mais aussi pas seulement pour une raison formelle ou littéraire, mais aussi parce que le jeu de renvoi, je crois qu'il y a quelque chose dans la recherche, dans le travail de recherche qui est de cet ordre-là. Et donc le jeu dans le livre, il y a ces 16 chapitres, donc là il y a une ouverture des itinéraires possibles, mais aussi à l'intérieur de chaque chapitre, il y a des renvois permanents à d'autres chapitres qui peuvent être empruntés comme... et je pense que la recherche fonctionne un peu comme ça. Donc... et la recherche au sens universitaire ou historique, par exemple, mais aussi la recherche au sens de la recherche-création, et peut-être même la recherche tout court. C'est la capacité de mettre ensemble des choses qui, a priori, n'apparaissent pas liées, et donc de produire des incitations pour que le lecteur, la lectrice ou le spectateur fassent leur trajectoire là-dedans, tout en proposant une forme, parce que s'il suffisait de dire faites ce que vous voulez, alors ça pourrait s'appliquer à n'importe quel texte, à n'importe quel film, et là c'est une tentative pour donner à ça une traduction pratique. Alors après, il y a quand même, l'ordre des 16 chapitres n'est pas complètement aléatoire, il y a un geste global qui va de quelque chose de très sociologique, notamment qu'est-ce que les gens écoutent quand ils font l'amour. C'est une question aussi simple que ça que j'ai posée à un certain nombre de personnes, et donc il y a vraiment des témoignages, et aussi quelle est l'importance de la forme playlist pour les sex playlists, ce qui est un produit assez stabilisé. Chaque fois qu'il y a la Saint-Valentin qui approche, à peu près tous les médias vous proposent leur playlist Saint-Valentin, etc. Et donc le livre part de ces phénomènes-là, où aussi je me suis dit un jour, qu'est-ce qui se passe si on va sur Google et on google Music for Sex? Qu'est-ce qu'on obtient? Eh ben, on obtient des tas de choses, dont un morceau que j'ai plus ou moins arbitrairement retenu pour en faire l'histoire. Et là, c'était assez surprenant parce que c'est une musique qui, a priori, est une sorte de musique sans qualité. C'était la première chose qu'on trouve. Et j'ai pris contact avec la personne qui avait composé ça. Et il s'est avéré que c'est un homme qui est un artiste serbe qui avait grandi dans une zone qui est maintenant une partie de la Croatie, et qui avait découvert qu'il voulait manier des logiciels de production sonore alors qu'il passait son adolescence dans un ancien camp de anciens soldats qui avaient été rapatriés entre guillemets vers la Serbie à l'époque, après la fin des guerres dans les Balkans. Et donc c'était ce sentiment de mal-être, puisqu'il ne se reconnaissait ni comme serbe ni comme croate. Bon, c'était une problématique qui m'était complètement éloignée, mais que j'ai repris parce qu'elle renvoyait cette complexité subjective qui se traduisait finalement par une musique qu'on ne pouvait associer à aucun lieu particulier, et certainement pas à la Serbie. Et donc, pour conclure, la trajectoire du livre, c'est d'aller vers cette exploration sociologique, vers quelque chose de plus historique, plus musicologique aussi. Et de fait, le dernier chapitre, c'est quelque chose sur la mélancolie, et la mélancolie et la sexualité. Et je parle surtout d'Histoire du soldat de Stravinsky, puisque certains s'en souviennent peut-être. Le protagoniste d'Histoire du soldat, c'est un certain Joseph, qui est un soldat, pas très soldat, enfin en fait c'est un déserteur de la guerre de 14, qui finit par se déguiser en soldat médecin, ou à se faire passer pour un médecin, un peu comme le disait Dora, en performant un médecin qui va guérir une princesse atteinte de mélancolie en lui jouant au violon les trois danses de Stravinsky, dont la première est un tango. Et donc là, ça touchait mon petit fil rouge argentin dans l'histoire. Cette dimension d'enquête, on la trouve tout particulièrement dans tes films. Comment tu procèdes, ou tu peux nous en parler de cette... Est-ce que tu considères ton travail finalement comme un travail d'historienne? Non. Enquête, ça veut dire research? Ok.
Ce n'est pas aller demander les gens, est-ce que ce n'est pas Comici d'amore, non. Non. Quoi dire, c'est plutôt obsession. Donc, je n'ai pas vraiment l'objet d'éclaircir quelque chose ou, oui, donner de l'information qui était cachée avant. Mais plutôt, c'est une obsession pour un moment ou un personnage ou une situation. Et j'essaie vraiment de comprendre tout de ça pour découvrir comment est-ce que ça s'est passé. Donc, par exemple, si on parle de ce film de l'année 2006, Chambre et conversation, Zimmergespräche, ce que j'essayais, c'était de reconstruire les rencontres entre un informant de la Stasi, la police politique de l'Allemagne de l'Est, et son agent de connexion, c'était parce que j'avais compris que c'était une relation hyper compliquée. Et en fait, d'abord, il faut dire, la scène qu'on va voir de Seconde vez est presque une copie de ce film de l'année 2006, parce que j'ai trouvé que la relation entre cette jeune fille de Buenos Aires avec son interrogateur, c'était très proche de cette scène que j'avais développée. Et en fait, je me suis obsédée avec cette situation parce que c'est jamais été enregistré. Donc, c'était des rencontres tellement secrètes qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé là. Et donc, j'essayais de comprendre quelle était cette relation. Et donc, disons que j'ai lu, vraiment, c'est un travail hyper obsessif, parce que ça, c'est le mot. Ce n'est pas tellement... comment dire, précise comme obsessive, parce qu'on ne cherchait pas la précision, on cherchait vraiment à combler une obsession, et donc j'arrive à imaginer cette situation. Mais je m'en fous vraiment. Je crois que pour présenter ce film, j'ai fait une phrase qui c'était ce n'est pas comment c'était, je ne sais pas de savoir comment c'était, j'essaie de comprendre comment est-ce que je pourrais l'imaginer. Donc ce n'est pas la vérité historique que je cherchais, pas du tout. Avant de regarder peut-être un extrait, je me tourne vers Esteban pour savoir ce qu'il pense de cette fabrication quand même de récits. Je suis un peu étonné d'entendre Dora nier de cette manière vigoureuse qu'elle ne fait pas de l'histoire, parce qu'en fait, on aurait pu penser que c'est un film documentaire. Je parle du film sur Kollontai en particulier. Il y a une volonté de documenter qui ressemble quand même, je crois, un peu à ce que font les historiens. Même si je peux comprendre pourquoi on veut mettre en avant peut-être la subjectivité ou d'autres registres. Il faut dire que c'est le type de dilemme que les historiens rencontrent quand ils font de l'histoire aussi. C'est bien sûr le respect du document, la fidélité à ce qui est, au réel, mais aussi il y a toute la problématique de la mise en forme de ce réel, comment on raconte une histoire, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on met en quelque sorte sa subjectivité, etc. Alors ça s'est traduit par une tendance à subjectiver, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais enfin à exagérer peut-être la dimension subjective de ce travail, mais elle est irréductible de toute manière. Donc quitte à être en désaccord avec Dora, je pense qu'on a plus de choses en commun que ce qu'elle vient de dire là à l'instant, il me semble. Il y a l'obsession aussi quand même, qui est aussi du côté du travail historique. Ah ben il faut être, oui, obsédé, oui. Et puis la constance dans Playlist, tu reviens par exemple vers la fin sur ce fragment de lettre d'Alban Berg qui était le point de départ d'un livre, on va dire, bien antérieur que tu avais fait paraître chez Actes Sud, Histoire d'un secret. Donc il y a au long cours, il y a des obsessions qui traversent le travail et qui ressurgissent. Alors disons obsession sans que ça soit personnel, parce que là pour le coup la lettre dont il s'agit, mais je l'avais reprise en effet parce que c'était un peu un point de départ pour ma réflexion sur musique et amour, musique et sexualité. C'est Alban Berg qui en 1908 écrit à sa fiancée Hélène: chérie, aujourd'hui je t'ai été infidèle pour la première fois.
Donc il y en aura d'autres, on peut penser, mais en tout cas il lui dit, c'était pendant que j'écoutais la 3e symphonie de Mahler, j'étais tellement perdu un peu de manière wagnérienne, océanique, dans l'écoute de la symphonie, que je me suis perdu là-dedans, je t'ai oublié, et donc maintenant je reviens vers toi en te demandant de me pardonner. Et puis Hélène lui répond, mais il n'y a rien à pardonner, qu'est-ce que c'est, de quoi tu me parles? Et donc cette structure-là de la capacité que peut avoir une musique à nous absorber et donc peut-être à rivaliser avec une personne que nous aimons, c'est l'une des choses qui revient, non pas par rapport à mon histoire depuis 1994, mais par rapport à ce rôle tiers que les œuvres d'art et la musique en particulier joue dans nos vies. C'est l'une des fonctions, je crois, de notre rapport à la culture, c'est de produire des présences tierces, souvent. Et typiquement, quand il y a 2 personnes qui se mettent d'accord pour mettre une musique pendant qu'elles font l'amour, bah, cette musique-là, elle est une sorte de tiers invité. En tout cas, c'est ce qui apparaît dans certains témoignages déjà. Et puis, je pense que c'est une forme de structure de notre rapport aux œuvres, en tout cas dans les espaces intimes, souvent. Tant qu'on n'est pas seul, parce qu'après, il y a bien sûr tout le type de relations qu'on peut avoir avec des œuvres d'art, de la musique, en tant qu'on peut avoir une vie érotique solitaire ou une vie affective, tout simplement. Donc, je n'ai pas répondu, je crois. Si, tout à fait, il me semble. Avant de regarder peut-être un passage de ce film, Segunda Vez, tu peux parler de son élaboration dans le temps. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher, c'est parce que je vous invitais ensemble aussi, de voir que voilà, il y a des fonctionnements, pourrait-on dire, entre playlist et ce film, des effets de résonance, de circulation. Mais parle-nous un peu de l'élaboration sur plusieurs années, je pense, de Segunda Vez? Oui. Oui. Bon, alors ça, c'est une rencontre accidentelle ou non avec la figure de Mazzotta que je ne connaissais pas du tout jusqu'à l'année 2014 où j'ai eu une conversation avec Ricardo Piglia à Buenos Aires, au Torquato di Tella, Campiglia, parce que moi j'ai travaillé sur l'œuvre de Piglia, dont j'avais un intérêt pour le travail de Piglia, et Piglia est venu pour faire une rencontre un peu comme ce qu'on a maintenant, et donc il m'a dit que si j'étais intéressée au psychanalyse et j'étais intéressée à la performance, sans doute je devrais être intéressée à Oscar Mazzotta, qui en plus était morte à Barcelone. Et donc, et à partir de là, j'ai commencé à m'informer un peu de c'était qui. Et donc, j'ai appris qu'il était responsable, un peu débattable, mais je crois qu'il était responsable de ce concept de la dématérialisation de l'objet artistique. Et donc, à partir de là, disons que j'ai commencé à tirer un fil assez long. Et j'ai appris... Peut-être cette figure de Mazzotta, oui. Peut-être de ton côté, c'est aussi une figure que vous partagez un petit peu. Oui. Alors, je suis très loin de Mazzotta, oui, contrairement à Dora qui s'est intéressée donc, directement. Tu peux peut-être rappeler aussi l'importance historique en tant que traducteur de Lacan en espagnol. Ah oui, non, ça pour le coup, je confirme l'importance de Mazzotta dans l'histoire de la culture en Argentine dans les années 60 et même au-delà. On dit toujours, il n'y a nulle part ailleurs autant de psy qu'en Buenos Aires. C'est un peu de sa faute, surtout pour le versant lacanien de la chose. Et puis moi, j'ai une sorte quand même de rapport, non pas personnel, mais médiatisé, puisque Mazzotta a été donc l'une des voix de la sémiotique à Buenos Aires, à l'époque où on découvrait la sémiotique, les années 60-70. Et j'ai eu la chance d'être pendant plusieurs années l'élève de Oscar Steinberg, qui était lui un représentant de ce que Mazzotta a créé à Buenos Aires comme réflexion dans le domaine de la sémiologie. Et donc, voilà, ça serait une sorte d'arrière-grand-père de ce point de vue. Mais bon, ça fait donc toi, tu as tiré à partir de là des fils, comme tu disais. Oui, et alors j'ai appris qu'il a... Donc, c'est quelqu'un qui a plusieurs vies. Et dans l'un de ses vies, dans l'année
Maintenant, j'ai oublié parce que je dois faire. C'est l'année. Je crois que c'est 66, pardon. 66, 67. Il a fait 3 happenings. Probablement après avoir rencontré Alan Capro, qui était invité à Buenos Aires pour être dans un jury, un prix de Torquato di Tella. Et donc, Mazzotta avait cette caractéristique de sponge. On m'a raconté que il a connu Lacan parce qu'il s'est fait psychanalyser, parce qu'il a passé un épisode psychotique. Maintenant, je ne me rappelle pas de son psychanalyste, mais il a vu un livre de Lacan en français, là. Et donc, il a demandé s'il pouvait prêter le livre. Et comme 4 jours après, il a déjà offert des cours lacaniens dans les Torquato di Tella. Donc, c'était vraiment rapide, son absorption. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ne le trouvaient pas très bien à cause de ça, et pour cette capacité, disons, d'appropriation incroyable. Donc, également, après avoir rencontré Capro, il a produit presque immédiatement ces 3 happenings qui sont vraiment incroyables aussi parce qu'ils ont cette capacité prophétique. Comme toutes les pièces, je pense que les pièces d'art ont toujours cette capacité prophétique de prévoir des images et des situations qui allaient se passer comme 10 ans après, pendant la dictature. On peut regarder peut-être un passage qui ne sera pas lié d'ailleurs à ce dont nous venons de parler, mais qui est plutôt vers la fin du film et qui participe plutôt de l'adaptation, ou même tout à fait de l'adaptation d'une nouvelle de Cortázar. ¿Alguien más? Sí, yo. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Adelante. ¿Siento? ¿Te gusta la oficina? Sí. Permiso. ¿Acá? Ahí nomás, ahí nomás. Un poquito más acá. Por una cuestión de simetrías. ¿Tienes hora? ¿Yo? ¿Hora? Sí. No. No tengo hora. ¿Querés fumar? Bueno. Julio, ¿le das fuego? Te vamos a pedir algunas informaciones Gracias. de índole personal, ¿puede ser? Sí, ¿Tu nombre? Rita. No escuché, ¿qué dijo? Rita. Rita. Habla un poquito más fuerte, por favor. Bueno. ¿Y fuiste citada a qué día? El día que recibí el papel, Sí. el jueves. El jueves 19. Sí. Hace 4 días. No, entonces
Hoy es lunes. No, hoy es domingo. El jueves recibí el papel. ¿Hay algo de lo que estás viendo que te llame la atención? No, estaba mirando la puerta. ¿La puerta te llama la atención? No sé por qué, la estaba mirando. ¿Qué edad tenés? 22. ¿Tenés algún deseo? ¿Cómo deseo? ¿Alguna puerta que estés intentando abrir en tu vida? Estudio. Me gusta estudiar. ¿Qué estudias? Letras. ¿Tu papá cómo se llama? Alan. ¿Tu mamá vive? ¿Mi mamá vive? Sí, sí está viva. Sí, está viva. ¿Cómo se llama? Viviana. Alan Viviana. Sí. ¿Y tenés hermanos? Sí, tengo un hermano. ¿Mayor o menor? Menor. ¿Cuántos años? Él tiene 2. 2 años tiene. Sí. ¿Y se llama? Remo. ¿Qué miras? La puerta. En alguna de esas fichas podría llegar a estar vos. ¿Estoy ahí? Dijiste. Podrías. Pero necesito alguna información más. Tu hermano tiene 2 años. Sí. ¿Y es hijo de quién? De mi padre. ¿De Viviana? No, de Alan, mi padre. Ah, o sea que Alan de alguna manera deshizo ese matrimonio y formó... Donc, dans ce film qui associe des éléments très différents, vers la fin arrive cette adaptation d'une nouvelle de Cortázar. Il y a aussi l'adaptation d'un autre texte, mais sur un autre mode, de Macedonio Fernandez aussi, donc autant de grandes figures de la littérature argentine. J'ai oublié d'ailleurs complètement de dire que tu avais un rapport extraordinairement privilégié d'ailleurs avec la littérature, la poésie, etc., un intérêt de très longue date autour de Joyce, de Walzer, etc. C'est pas privilégié. Pas privilégié. Tu n'as pas, tu as un rapport par rapport à de nombreux autres artistes. Tu as un rapport quand même très intense avec c'est ça que ça veut dire. Oui, okay. Je crois. Oui. Et donc voilà. Et là, sur un mode plutôt de l'ordre de l'interprétation, finalement, tu adaptes une nouvelle de Cortázar. Oui. Mm-hmm. Oui. Comment ça s'inscrit dans la résonance de ce film qui produit des modes de représentation très différents entre des reenactments des oui. happenings de Masota. Bon, ça commence avec cette idée de la répétition. Oui. Et donc, comme j'ai dit, Alan Capro disait qu'on ne pouvait pas répéter un happening. Et ça, c'est donc, en fait, ce que j'ai fait dans les centres des films, c'est la répétition des happenings de Masota, mais ça, il y a aussi des connexions psychanalytiques, il y a aussi des connexions historiques, donc, ou politiques, si on veut. Et donc, dans la question psychanalytique, il y a ce fameux texte de Freud, répéter, élaborer... Élaborer, oui, la perlaboration, oui. Donc, ça veut dire que, j'espère que vous m'aiderez avec la troisième mot, répéter, élaborer, je ne sais pas quoi, mais qui plus ou moins vient quoi? Perlaborer, non? La perlaboration, non? Non, élaborer, c'est ça. Non.
se souvenir, répéter, élaborer, c'est ça. Voilà, ça c'est le titre de l'essai de 1914. Et donc, ce qui vient à dire, c'est que si ce qu'on répète, ça dont on ne se souvient pas, on répète de façon compulsive. Donc ça, c'est cette idée de la répétition substitue d'une certaine façon cette mémoire qui est qui fait trop mal, qui est trop douloureuse. Et donc, cette mémoire est substituée par une répétition compulsive d'un acte. Et donc, pour moi, c'était cette idée associée au psychanalyse, aussi cette idée associée à la capacité prophétique de Rapenis de Masota, qui avait, en fait, pour ainsi dire, c'était une prémonition des choses des situations qui allaient se passer. Donc, cette idée de cette, comme j'ai dit, qu'est-ce que c'est la première fois, qu'est-ce que c'est la deuxième fois, et cette phrase qu'en fait, il n'y a jamais de première fois. De première fois, c'est toujours une deuxième fois quand les choses arrivent à être comprises. Et donc, à partir de tous ces concepts, que comme tu vois, je ne peux pas expliquer très clairement, j'ai commencé à élaborer tout ça. Et donc, l'idée de Macedonio Fernandez, c'était aussi une rencontre. Je ne connaissais pas du tout Macedonio Fernandez jusqu'à que j'ai eu un rendez-vous avec Ana Longoni dans la Bibliothèque nationale de Buenos Aires. Et là, il y a un grand portrait de Macedonio Fernandez qui a l'air d'un mendiant. C'est de ça dont qu'il a l'air. Et j'ai demandé ce que c'était lui. Et j'ai appris sa relation avec Borges, sa relation avec la performance politique, parce qu'il avait cette idée de... Bon, ça prendrait beaucoup de temps de parler avec Macedonio Fernandez, mais il est vraiment incroyable. Et donc, à partir de là, j'ai élaboré une partie du film sur l'idée de l'Aeterna, qui est aussi cette espèce dans la fiction, personne meurt. Et donc, pour maintenir quelqu'un vivant, il faut le transporter dans la domaine de la fiction, qui par ailleurs est aussi cette idée de Bioy Casares, l'invention de Morel. Et voilà. D'accord. Oui. Esteban, avant qu'on voit un fragment d'un film dont tu es le protagoniste ou l'actant, ou un film des années 80, peut-être quelques impressions autour de cette scène qui vers la fin du film. Oui, volontiers. Mais alors, tout à l'heure, je disais, je vais faire un compliment à Dora pour ce cas-là. Je voudrais lui dire que j'ai été quand même assez déstabilisé par cette scène et même assez en colère. Mais après, je me suis dit que peut-être c'était ce que tu voulais. Parce que ce qu'on a vu là, c'était les premières minutes d'une scène extrêmement très longue. Combien ça dure? 10 bonnes minutes, ce qui, en termes de cinéma, c'est très long. Et on voit la même structure de ces gens qui interrogent cette jeune femme. On ne sait pas pourquoi tous ces gens sont là, mais on comprend qu'il y a quelque chose de sinistre qui va se jouer. Et je disais, ça me met en colère de voir la docilité avec laquelle elle répond à cet interrogatoire qui est, on pourrait pour une fois le dire au sens strict, kafkaïen, donc de manière très claire chez Cortázar. Et je crois que le film produit cette atmosphère où on sent l'humiliation du personnage transposée directement, mais alors physiquement. Et je pense que Kafka, en tout cas pour moi et pour des millions de personnes, c'est l'un des auteurs qui a le plus la capacité de produire d'un malaise physique quand on le lit. Et parce qu'il y a cette sorte de violence là qui est aux dépens de cette jeune femme ici, et donc assez révoltant. Mais je pense que c'est ce que tu voulais. Donc voilà, ça produit. C'était ce que tu souhaitais. Ça produit ça. Mais oui. Oui. D'accord. Et mais une scène comme ça, elle a été. C'est une seule prise? C'est une première prise? Oui. Non, je crois qu'il y a une coupe. Parce qu'en fait, comme je dis, vraiment, les films sont des vidéo performances. Oui. Donc, on a joué toute la séquence parce que c'est tout filmé. Une fois, la caméra commence dans la salle d'attente et après, il va la caméra va avec la femme dedans. Donc, c'est tout filmé en pleine séquence, mais on a filmé 3 fois. Donc, on a répété la même scène 3 fois. Et le film final, c'est un mélange des deux.
des deux prises et la coupe est dans les messieurs qui fument là. Oui. D'accord. Oui. Non, sinon j'avais plein de choses qui me trottaient dans la tête en écoutant Dora parler de la compulsion de répétition qui effectivement est liée à l'idée que les traumatismes sont répétés s'ils ne sont pas traités en tout cas, mais aussi parce que la forme de la répétition est tellement importante en musique. Il n'y a pas de musique qui ne fonctionne sur un principe de répétition et en musique on comprend pourquoi Deleuze notamment explique que la répétition est toujours une différence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répétition au sens strict puisque la deuxième fois qu'on vit quelque chose, ben bien c'est déjà la deuxième fois et justement ça ne peut jamais être à nouveau la même chose. Et ce paradoxe de la répétition, je crois qu'il est très important pour comprendre pourquoi les musiques nous touchent. Il ne faut pas nécessairement être freudien pour le dire, mais c'est parce que ça met en jeu cette structure un peu impossible de ce que c'est que répéter dans un temps qui, lui, n'est jamais circulaire, mais toujours linéaire. Donc voilà, ça se bouscule un peu, mais c'est vraiment un thème qui me passionne. Peut-être nous allons voir voilà le dernier extrait que nous avons choisi, dont peut-être Esteban, tu souhaites dire quelque chose d'abord ? Alors oui, j'avoue que jusqu'à maintenant, je ne sais pas très bien comment rattacher ce qu'on va voir au reste de notre conversation, mais enfin, c'est un extrait d'un film qui date de 1987, donc Juan como si nada hubiera sucedido, dirigé par Carlos Echeverría. C'est un film documentaire qui est une enquête sur la disparition d'un jeune homme, Juan Germán, tout ça est bien sûr des faits réels, qui a eu lieu en 1977 par le fait des militaires. Juan n'a jamais réapparu, bien sûr, il est une victime de la dictature et on a su par la suite qu'il avait été tenu emprisonné dans un centre clandestin de détention. C'est l'équivalent des camps de concentration pour la dictature argentine. En l'occurrence celui qui s'appelle El Atlético, en plein centre de Buenos Aires. Et donc nous avons fait ce film sur l'histoire de ce jeune homme à Bariloche, une ville dans le sud de l'Argentine. Et nous avons été voir les membres de sa famille et les proches, mais aussi des militaires dont on pouvait soupçonner qu'ils étaient responsables de ce crime. Et donc nous avons réussi à obtenir, un peu par ruse, il faut le dire, et je l'assume complètement, cet entretien avec l'homme qu'on va voir maintenant à l'écran, qui était un général en charge du commandement militaire de la région où le crime a eu lieu. Et de fait, cet homme a été jugé et condamné à 7 ans de prison pour sa responsabilité dans la séquestration et la disparition de Juan Germán. Et donc, ce que nous allons voir, c'est un moment de l'interview, ou plutôt du off de l'interview, vous allez peut-être comprendre, puisqu'il refuse de continuer, précisément parce que je l'interroge à propos de Juan Germán. Quand je disais ruse, c'est parce que quand nous sommes allés le voir, Carlos et moi, nous ne lui avons pas dit que nous voulions parler de ce sujet, mais de quelque chose de très vague et bidon, pour ensuite l'amener à répondre là-dessus. Et donc voilà, ça a donné une scène assez longue. Ça dure là aussi une bonne dizaine de minutes et il y a un sentiment de malaise, mais heureusement c'est le malaise dans lequel lui il se retrouve face à la possibilité de devoir répondre face à ce crime. Et d'ailleurs c'est une fierté pour moi, le film a été projeté dans la salle d'audience au moment du procès de cet homme, Castelli, et donc ça a été retenu comme pièce à conviction pour son procès. Donc voilà. Regarde. Claro, es decir, hay un problema ahí, que es decir, cada vez que voy a Bariloche yo veo que están en el Río Negro, que el diario que cuando voy allá leo, que la Comisión de Derechos Humanos, que esto, es decir, justo porque debe haber sido para julio, qué sé yo, y le dan manija a ese tema y demás, pero y considero que es un tema delicado. Pero delicado como para tratar, yo no he dicho nada, pero
¿Pero por qué piensa que simplemente una aclaración así sobre el tema puede ser inconveniente directamente? Porque no creo que sea en un reportaje. ¿Vos has visto en algún reportaje o querés tener la primicia de que un militar responde en forma pública sobre un desaparecido? A eso no me presto. No sé decir, me presté porque me sorprendiste con la pregunta. Primero porque yo era el jefe militar en la zona, ¿no es cierto? Entonces no me parece prudente emitir juicios públicamente en un reportaje. Es decir, sería la primera vez que sucede una cosa así, ¿no? Pero yo no lo he escuchado. Ahora, cuando yo le hice la pregunta, usted dijo que lo consideraba un tema sobre todo policial. Sí, claro. Entonces, Claro, ¿por qué? en su momento era un tema policial. También dije en la misma entrevista que consideraba que, dadas las circunstancias actuales, con el transcurrir del tiempo, bueno, no debe haber sido policial. Es decir, adolecería de las mismas cuestiones que de los desaparecidos. Creo que incluso me empleé el término desaparecido. Ahora, en ese momento, ¿usted a quién le atribuyó el caso? ¿Qué sé yo? En ese momento, ¿a quién le podía yo atribuir nada? Es decir, como vienen, si vienen hoy alguien me dice en la calle otra cuadra desapareció alguien, ¿qué sé yo? Sí, creo que después hubo un desmentido del comando de Neuquén, ¿puede ser? ¿Desmentido de qué? No sé, primero que no me acuerdo, pero ¿desmentido de qué? Porque tengo entendido que en el diario se mencionó la posibilidad de que hubieran sido fuerzas de seguridad en este caso. Ah, no sé, es decir, no me acuerdo. ¿Vos te parece que yo me puedo...? Y no creo que haya sido en todo caso podría haber sido yo el que tendría que haber desmentido, pero yo no recuerdo haber hecho ninguna comunicación al respecto. ¿Ni siquiera luego de la entrevista de los padres? Ni siquiera después de la entrevista de los padres, ¿qué? Usted Escúchame, vos me estás haciendo a mí un interrogatorio sobre este tema, tema terminado, ¿eh? No quiero hablar del tema, es decir, vuelvo a repetir que a nivel así, no tengo, pero veo tu insistencia en el tema, no te conozco, recién apareciste vos acá como un paracaidista, me está molestando. Es decir, creo que tenés que respetar lo que yo lo que yo dije. No, simplemente le pregunto. No, bueno, simplemente tema terminado, no quiero entrevista. Es decir, yo te di mis razones. Y vos insistís en un tema que es delicado. Por darle un término, le digo delicado. Te digo, ¿por qué consideras delicado? Me insistís, ¿por qué es delicado? Entonces, como vos sos un paracaidista, como no sé quién sos, entonces no quiero hablar más. Bien, simplemente yo lo que le digo es que usted fue el que mencionó el tema. No, yo no lo mencioné. Para nada. Me sorprendiste mientras... Désolé, il n'y a pas de sous-titres, mais j'espère que vous avez saisi à peu près le ton de la conversation. Oui. Dora? Enfin, pour moi, le lien se fait de façon assez évidente entre peut-être d'ailleurs le vieil horizon et le vieux fantasme de la performance qui crée une efficacité, puisque comme tu l'as rappelé, ce document voilà, a été porté dans un contexte judiciaire. Ce n'est peut-être pas un horizon, celui de cette efficacité, dont habituellement on l'associe à cette notion de performance, de performativité. Une partie de ton travail déjoue cette problématique, je crois. Quelle problématique? De la performativité qu'il peut y avoir dans le langage ou dans les... Oui, mais je veux dire, c'est un fragment assez impressionnant en tant qu'on voit que c'est une violence incroyable. Et ce mec, il est vraiment épouvantable. Et on le voit dans tout, dans la façon de bouger, la façon qu'il a ses cheveux déjà. Et donc, c'est, comme j'ai dit, c'est comment dire, de la même façon que dans la scène, qui est une scène de fiction, que ce sont des acteurs qui jouent, même si ce n'est pas tout à fait de théâtre, parce qu'ils s'improvisent. Donc, il y a, dans la scène de Segunda Vez, j'ai donné une circonstance, voilà ce qui se passe. Ils savaient tout, ils étaient conscients des romans de Cortázar, mais ils improvisaient les mots, tout ça. Et donc, mais il y a cette violence qui en fait que je trouve que c'est la plus intéressante, que c'est une violence qui n'est pas liée à il y a personne se bat, personne fait vraiment des contacts physiques, mais c'est vraiment hyper violent. Il y a cette espèce d'absolu malaise qu'on pourrait vomir à partir de quand on imagine ce qui est en train de se passer dans cette
chambre. Et donc, bon, comme aussi disait Esteban, on dit performativité pour dire tout. Et pour être précise, j'aime bien ce concept de Austin qui parle de la performativité comme la capacité du langage de produire des effets réels. Comme typiquement, il met l'exemple vous êtes marié, alors on dit quelque chose et ça a des conséquences terrible. Et donc, cette idée de langage qui fait quelque chose, pour moi, de la même façon, bien sûr, en étendant le langage au-delà du verbal, de quelle façon le langage produit des situations où il faut s'adapter très rapidement. Donc, par exemple, j'imagine que ça c'est toi hyper jeune, c'est toi, non? Oui, c'est moi, c'est difficile à croire, mais c'est bien oui. moi. Et donc, tu dois immédiatement, comme un peu comme on fait entre les animaux aussi, ou dans les scènes de chasse, il faut immédiatement la présence des prédateurs. Il faut immédiatement décider qu'est-ce qu'on fait. On va fuir, on ne va pas bouger pour ne pas exciter la violence des prédateurs, ou on va confronter les prédateurs. Donc, moi, j'aime bien comprendre cette idée de la performativité comme quelque chose une situation qui est déterminée par le langage, pas seulement le langage verbal, et où il faut rapidement adopter des décisions pour survivre, non, d'une façon ou d'une autre. Donc, je crois que c'est une logique qu'on voit dans la scène du film, et c'est une logique qu'on voit ça ici aussi. Et c'est assez, oui, comme on dit, oui, ça me touche physiquement, je veux dire, c'est angoissant. Je crois que c'était ton intention. Oui, certainement. Enfin, intention, en quelque manière, oui. Nous vous remercions beaucoup, Dora et Esteban. J'ai oublié de remercier au début, donc je vais remercier maintenant. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à la Fondation Ricard pour l'invitation, et vraiment enchanté de te connaître. De même, merci. Voilà.